Vous avez échoué au concours IAD, l'écrit. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui vous a fait défaut, ou tout simplement, vous voulez vous améliorer ou aider une autre personne. Dans cette vidéo, nous allons vous permettre de faire une auto-analyse de l'échec et vous repartirez avec 3 choses. Premièrement, vous saurez ce qui a péché, vous saurez quoi faire et vous partirez avec un plan, une stratégie qui vous permettra de réussir la prochaine fois. Une stratégie que vous pourrez mettre en place. Alors, l'échec, qu'est-ce que c'est? C'est avoir moins de 10. Et puis, c'est aussi ne pas être dans le classement. Donc, si vous avez 10 ou autour de 10 et que vous n'êtes pas dans le classement, vous savez que vous avez la base. Mais toutefois, il faut vous améliorer pour obtenir par effet cumulé de différentes choses un meilleur résultat, réussir au concours. Et si vous avez moins de 10, vous avez tout intérêt à faire ce travail. Alors, je parle de travail parce que faire face à l'échec et analyser ce qui a vraiment péché est quelque chose qui n'est pas évident. D'ailleurs, plusieurs personnes se lancent plusieurs fois dans ce concours, n'obtenant pas les résultats attendus parce qu'ils n'ont pas fait ce travail d'auto-analyse. Je vous propose donc de prendre 1 heure minimum, 45 minutes, 1 heure, d'être dans un endroit calme, d'avoir crayon, papier ou le PDF que vous pouvez trouver en bas imprimé afin de faire cette analyse. En attendant de passer à la suite, nous voulons toujours continuer à vous offrir du contenu de qualité et gratuit. C'est pour ça que nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, à l'Instagram et vous êtes bien sûr bienvenus à notre newsletter. Qu'allons-nous voir donc dans cette vidéo? Il y a 8 thèmes, 8 gros thèmes que nous allons au fur et à mesure évoquer. Cette première partie, cette première vidéo sera consacrée aux 3 premiers thèmes. Donc, en tout, nous allons voir la motivation, le problème de représentation de l'IAD qui est lié, le temps et l'organisation, puis les plans et les stratégies, l'entraînement, la connaissance du terrain de l'école de son choix et l'état d'esprit. Ce sont les 8 points répertoriés qui semblent importants et qui, par effet cumulé, donnent soit la réussite, soit l'échec. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais c'est selon l'expérience que j'ai accumulée au cours de ces quelques années. Alors, je vous invite à vous mettre en mode détente et en mode réflexion. En attendant, si vous vous perdez, vous avez toujours en bas les minutages pour pouvoir vous retrouver dans cette vidéo où vous pouvez faire à n'importe quel moment pause afin de réfléchir et d'écrire. Nous sommes donc ensemble pour à peu près une vingtaine de minutes. Prenez tout ce qu'il vous faut, thé, café, etc. afin de pouvoir commencer. Nous allons voir la question de démotivation. C'est une des choses qui pêche et sur laquelle on passe pas assez de temps à se questionner. Donc, la première question à se poser, ou plutôt 2 questions qui semblent aller de soi ou qui sont liées l'une à l'autre dans certains cas, et vous allez voir que peut-être qu'elles ne sont pas du tout liées, cette question. Ces questions sont: quelles sont les raisons profondes pour lesquelles vous vouliez ce concours? Et quelles sont les raisons profondes pour lesquelles vous voulez être IAD? Ce sont 2 questions différentes. Donc, les raisons peuvent être avouables comme le besoin d'évolution ou inavouables comme le fait de ne plus supporter de poser le bassin ou d'être noyé dans l'administratif, l'accueil des patients et l'impression de végéter dans son travail. Ici, vous êtes entre vous et vous devez être honnête avec vous-même. C'est la seule personne à qui vous devez la vérité, c'est bien à vous. Donc, il est important que vous connaissiez ces raisons pour que cela soit plus facile par la suite d'aller puiser dans ces raisons et de les ressortir au moment opportun. Donc, exercice numéro 1,
Écrivez sur votre feuille pourquoi vous vouliez ce concours. De façon équivalente, on peut se poser la question, pourquoi donc vous vous êtes embarqué dans cette histoire de concours? Notez la force de votre désir ou de votre motivation au cours de votre préparation à ce concours entre 0 et 10. 0 étant pas de motivation et 10 une motivation du feu de Dieu. Exercice numéro 2. Pourquoi vouliez-vous être IAD? En d'autres termes, pourquoi avez-vous pensé qu'être IAD sera un projet beaucoup plus sympa que ce que vous avez actuellement, sera un projet plus sympa dans un avenir proche? Notez la force de votre désir ou de votre motivation à devenir IAD au cours de votre préparation de 0 à 10. 0, pas de motivation, et 10, une motivation maximale. Mettez sur pause dès que vous en avez le besoin. Alors, comment il faut comprendre les résultats ou vos réponses? Relisez maintenant vos motivations et regardez vos scores. Si ce score est entre 8 et 10, est-ce que votre motivation, quand vous la lisez, vous sentez une force de motivation, que cela vous prend aux tripes? Quel type d'émotion se dégage de ce que vous avez écrit? Autre chose que vous pouvez vous poser comme question, c'est une variante. Si vous aviez réussi ce concours, qu'est-ce que vous aurez ressenti? Est-ce que c'est une impression forte ou pas du tout? L'interprétation de tout cela, c'est que si la réponse est non à cette dernière question et que le score de la force de votre motivation est inférieur à 8, il y a quelque chose à faire pour cela. Bien entendu, tout le monde a des coups de mou pendant la phase de préparation, mais arriviez-vous à vous rebooster pour remonter de manière générale à un haut niveau de motivation? Si la réponse est non, il y a un problème à ce niveau. Et pourquoi? Plus votre motivation vous prend au trip, entre guillemets, et plus vous avez la capacité de tenir vos efforts sur la durée. Sans votre motivation, sans votre pourquoi, pourquoi vous allez consacrer tout ce temps pour préparer ce concours, pourquoi vous voulez changer de profession, pourquoi, sans connaissance de ces pourquoi, ces motivations profondes pour vous, vous ne pouvez pas avancer de façon efficace. L'objectif serait d'avoir une motivation forte, nourrie par vos besoins et aspirations pour soutenir vos efforts pendant tous les mois de révision et lors des épreuves également. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? La première chose peut-être serait de chercher les réponses pour vous-même aux questions qui suivent. Est-ce que mon projet professionnel d'être IAD correspond vraiment à mes aspirations? Quelles sont les raisons réelles qui me motivent? J'ai envie de changement, d'apprendre, mais est-ce que c'est vraiment vers l'anesthésie-réanimation que je veux évoluer? Pourquoi l'anesthésie-réanimation? Vous pouvez également réaliser pour vous-même la rédaction d'un projet professionnel. Le modèle, il y a un modèle disponible dans une vidéo que Clément et Anaïs ont faite. Vous avez le lien dans la bio. Maintenant, passons à une autre partie qui est liée à la première, la représentation de l'IAD. Question. Avez-vous une idée claire de votre objectif final, être IAD? Répondez donc en quelques mots. Que savez-vous de la réalité de la profession IAD? Les rôles, lieux d'exercice, les amplitudes horaires, les secteurs d'activité, les compétences requises, les études, leur contenu, le niveau d'exigence requis. Entre 0 et 10, quelle est votre facilité à répondre à ces questions? 0, très difficile, 10, hyper facile. Interprétation, si vous avez moins de 7 à cette auto-évaluation, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la connaissance claire de votre objectif, votre cible être IAD, va avoir un impact important
sur la force de vos motivations. La connaissance de votre future réalité, être IAD, nourrit votre motivation et vous permet de faire des liens entre vos apprentissages lors de la préparation et votre futur métier. Et tout cela soutient votre effort. L'objectif est d'avoir une connaissance plus aiguisée de la future profession. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Par exemple, réaliser des recherches sur le domaine de l'anesthésie, réanimation, revenir sur les questions précédentes et pouvoir y répondre plus aisément et tout simplement discuter avec une IAD et encore mieux avec plusieurs IAD sur la réalité de cette profession sur le terrain. Maintenant, parlons de la préparation, la période de révision et le timing. Il y a plusieurs éléments à voir dans ce chapitre. Le premier serait la décision. Exercice, écrivez la date approximative à laquelle vous avez décidé de passer ce concours. Quand avez-vous décidé de passer ce concours et de devenir IAD? Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez accès aux différentes sphères dans lesquelles vous pouvez voir évoluer l'IAD ou commencer à travailler les compétences de la prise en charge des urgences vitales, plus vous partez avec un avantage face à ce concours. Plus vous avez de temps entre la date de cette décision, oui, je vais passer ce concours, et la date présumée du concours, plus il sera aisé de modifier votre parcours professionnel, l'étoffer afin d'effectuer des modifications qui vous permettent de vous rapprocher le plus possible soit de la sphère d'évolution de l'IAD, soit de celle de la prise en charge des situations d'urgence vitale. L'objectif pourrait être donc d'utiliser le temps entre maintenant et le prochain concours présumé pour étoffer votre parcours professionnel. Vous pouvez prendre comme date la date du dernier concours IAD, par exemple, ou la date à laquelle le dernier concours IAD aurait dû se faire. Que pouvez-vous faire pour pouvoir étoffer votre parcours professionnel? Vous pouvez opter, par exemple, pour un autre service ou chercher à accumuler plusieurs expériences professionnelles dans les secteurs tels que les gros réveils, les urgences, les grosses réas, les services aigus en général. Vous pouvez également creuser pour vous-même les questions suivantes. La question suivante, qu'est-ce qui vous a empêché de modifier votre parcours professionnel avant? Que pouvez-vous faire pour cela? Qu'auriez-vous pu faire pour cela? Voyons maintenant un autre point lié à la période de préparation à la gestion du temps, c'est le moment des révisions. Donc, quand avez-vous commencé votre préparation pour le concours? Combien de mois avant? Est-ce que c'est 12 mois, 6 mois, 4 mois, 3 mois, 1 mois et demi? Donnez la période approximative, le temps approximatif, les mois de préparation du concours. Comment comprendre cette valeur? Donc, si l'échéance entre le début de votre préparation et le concours est inférieure à 3 à 4 mois, c'est en général insuffisant si vous cumulez d'autres facteurs que nous verrons plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de préparation optimum est entre 6 et 12 mois. Beaucoup d'infirmiers et infirmières arrivent à se préparer entre 4 et 6 mois, mais ils jouent sur différents facteurs qui sont l'optimisation du temps, le planning, la quantité de travail, le rythme de travail, les niveaux de charge familiale et extra-professionnelle et la capacité individuelle, la capacité d'apprentissage. Et sur tous ces plans, nous ne sommes pas à égalité. L'objectif serait donc d'avoir une période de révision entre 6 et 12 mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela?
Par exemple, pourquoi ne pas décider d'une date réaliste pour commencer votre entraînement qui serait entre 12 et 6 mois à partir d'aujourd'hui? Décidez de cette date à partir d'aujourd'hui. Basez-vous sur la date théorique du concours de cette année et mettez 6 à 12 mois avant pour commencer votre préparation en prenant cette date théorique. Donc, par exemple, si la date de votre concours, c'était le 22 mars, eh bien, de l'année 2020, vous prendrez comme valeur théorique le 22 mars de l'année 2021 et vous placez 6 mois avant la date butoir, le début de votre période de révision. Vous pouvez également jouer sur les autres aspects dont je vous ai parlé plus haut. Donc, on va les revoir en détail. Alors, le premier de ces 4 à 5 aspects, c'est la gestion du temps d'étude ou l'organisation du temps d'étude. Bien sûr, il y a des caractéristiques personnelles. Répondez à ces questions. Combien de temps par semaine consacriez-vous à votre préparation? Est-ce que vous avez pris le temps de noter cet élément dans votre préparation? Est-ce que vous savez en moyenne le temps que vous avez consacré à votre préparation? Est-ce que vous travaillez régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 jours, voire 3 jours, de façon régulière ou 1 à 2 fois par semaine, de façon irrégulière? Donc, comment comprendre ces valeurs? Donc, si vous avez consacré moins de 7 heures par semaine lors de votre préparation, 7 heures par semaine tout au long de votre préparation, cela est insuffisant. Si vous travaillez également de façon irrégulière, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par semaine, cela n'est pas du tout suffisant, c'est inadéquat. Pourquoi? Un travail irrégulier donne plus de résultats. Non seulement cela vous prend moins d'énergie à la longue, car vous créez une routine de travail, une habitude, mais cela optimise votre mémoire. Il n'y a pas besoin de revenir indéfiniment sur les mêmes choses pour les retenir. Donc, vous avez besoin entre 7 et 15 heures d'études en moyenne par semaine. Au-delà de 15 à 25 heures, vous êtes dans un rythme efficace, on va dire, de travail, un rythme optimum. Et au-delà de 25 heures, il se peut que vous ressentiez une fatigue mentale et une perte d'efficacité. Donc, de 7 à 15 heures, c'est une bonne moyenne, surtout en début de révision. Entre 15 à 25 heures, ce sont des chiffres adéquats en période de croisière. OK? Croisière, on est dans un rythme efficace. Et au-delà de 25 heures, il se peut que ça soit trop. Donc, l'objectif est d'étudier au moins 15 heures par semaine, ce qui veut dire à peu près un peu plus de 2 heures par jour. Il ne s'agit pas d'études où vous restez forcément assis devant votre bureau pendant 2 heures, car il est en général difficile de garder une attention constante plus de 25 à 30 minutes d'affilée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Premièrement, vous pouvez lister les problèmes et trouver et dégager des pistes de solutions pour les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous a empêché de mettre en place un plan de travail régulier? Est-ce que vous pensiez que ce n'était pas important? Est-ce que vous pensez toujours que ce n'est pas important? Quelle est la réponse? Sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, que pouvez-vous mettre en place par rapport à cela? Par exemple, vous pourriez planifier à l'avance les moments d'étude de la même façon et de le même esprit que ceux que vous prendriez chez le notaire, le banquier, le médecin
le pédiatre. Ce sont des rendez-vous importants et non modifiables à soi. Il faut les planifier parce que tout ce qui est planifié est réel. Tout ce qui est dit est dans le vent. Pourquoi également ne pas vous lever un peu plus tôt ou vous coucher un peu plus tard, tout en gardant les heures avant minuit pour la mémoire et la récupération? Pourquoi non plus ne pas renoncer à une activité assez régulière qui vous dégagerait du temps, comme le film du soir? Quelles choses pouvez-vous mettre en place? Passons maintenant à une autre facette de cette gestion du temps et cette période de révision, c'est le planning sur lequel vous pouvez également jouer pour vous dégager du temps qualitatif et quantitatif. Donc, est-ce que vous travaillez à plein temps? Écrivez. Est-ce que vous travaillez à plein temps? Est-ce que vous êtes à 100% de jour, de nuit, en alternance? Est-ce que vous travaillez à temps partiel? Est-ce que vous êtes vacataire, intérimaire? Quel pouvoir avez-vous sur votre emploi du temps? De combien de temps disposez-vous réellement par semaine pour étudier? Comment il faut comprendre cette notion? Si vous travaillez à 100% de jour, vous avez certainement plus de latitude sur votre emploi du temps que si vous travaillez de nuit. Les temps partiels ont théoriquement plus de temps ou de facilité à s'organiser. Ceci est à recouper avec la charge familiale. Dans tous les cas, si vous disposez de moins de 15 heures par semaine, soit un peu plus de 2 heures par jour pour étudier, c'est insuffisant. L'objectif, c'est dégager du temps pour étudier. Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place par rapport à ce planning? Pourquoi pas le modifier? Le rythme de travail, la quantité de travail, passer à 60%, à 80%, passer de nuit ou passer de jour ou arrêter les alternances. Ce qui marche pour vous. Vous pouvez également jouer sur les autres paramètres que nous allons voir par la suite qui permettent de dégager du temps sur le plan qualitatif et quantitatif, les activités professionnelles, la charge de travail ou la façon d'apprendre. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre planning de travail en tant qu'infirmier ou infirmière pour pouvoir vous dégager du temps? Passons à une autre partie qui est les activités extra-professionnelles. Répondez à la question suivante pour vous-même. Êtes-vous quelqu'un qui a beaucoup d'activités associatives ou sportives ou caritatives ou sociales ou familiales? Combien de temps par semaine consacrez-vous à ces activités plus ou moins accessoires, c'est-à-dire non vitales? Bien entendu, aller par exemple à la kermesse de l'école ou faire du sport, c'est important. Mais regardez les choses de façon purement analytique. Comment utilisez-vous votre temps en dehors du travail, en dehors de votre activité professionnelle? Soyez au clair avec vous-même. Combien de temps y consacrez-vous par semaine, par mois? Pendant le temps consacré à la préparation à votre concours, est-ce que vous pourriez dire « j'étais en pleine forme pendant cette période de préparation, j'étais capable de me concentrer à 100%, ou j'étais plutôt capable de me concentrer à 80%, ou j'étais capable, avec toutes mes activités, de me consacrer à 50%, à moins de 50%? Est-ce que vous aviez au moins 2 heures par jour ou 15 heures par semaine pour étudier? Est-ce que vous étudiez 2 heures par jour ou 15 heures par semaine? Alors, comment comprendre tout cela? Si le temps passé dans les activités non essentielles, non élémentaires, non vitales est supérieur ou égal au temps consacré aux études, il y a un problème à ce niveau. Et également, si vous êtes à moins de 80% en forme et concentré pendant vos périodes de travail, de révision, il y a un problème, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ce qu'il faut savoir,
c'est que les activités extra-professionnelles impactent d'une façon ou d'une autre la qualité et la quantité du temps réservé aux études, parce que la quantité d'énergie que vous avez pour étudier, elle est limitée. Une partie de votre énergie mentale limitée est utilisée pour toutes ces activités-là. Plus vous utilisez du temps pour d'autres activités, moins vous avez d'énergie et bien sûr de temps pour étudier. Plus vous manquez de temps en termes de quantité et de qualité pour étudier, et plus vous avez de chances d'échouer. Donc, poursuivre plusieurs projets chronophages, énergivores et réviser pour le concours IAD est une stratégie d'échec. L'objectif est donc de dégager du temps qualitatif et quantitatif pour les études. Que pourriez-vous faire par rapport à tout cela? Quelle activité pourriez-vous mettre en pause? Que pouvez-vous mettre en place? La première chose sera peut-être de revoir vos priorités. Faites des choix dans vos activités. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en pause? L'autre chose, c'est d'optimiser les moments, de jouer sur la qualité du moment d'étude. Alors, pourquoi pas ne pas travailler dans les moments où vous êtes en capacité maximum. Au réveil, par exemple. Au réveil, vous êtes normalement plein d'énergie, vous êtes à votre maximum d'énergie et de volonté pour travailler. Vous avez souvent plus de capacité d'être concentré et surtout de ne pas être dérangé. Une autre facette de l'activité extra-professionnelle peut être vue comme étant la charge familiale. Question donc, quelle est votre charge familiale? Vous vivez seul, vous êtes en couple, vous avez des enfants ou des parents à charge? Cette charge, c'est à plein temps, à mi-temps? Est-ce que vous avez de l'aide pour gérer tout ça? Pour gérer les tâches ménagères? Pour gérer la famille, les animaux de compagnie et tout ce qu'il y a à faire pour la maison? Alors, ça peut être un sujet qui fâche. Si vous êtes en couple ou si vous avez une charge familiale et que vous devez tout gérer à 100% du temps, la plupart du temps, votre projet est en danger et vos études par la suite, car vous avez besoin de temps pour étudier pour le concours, mais aussi pour les 2 années chargées d'études qui vont suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la charge familiale, enfants, parents, ménage, animaux, cette charge, cette préoccupation est une charge mentale, physique, financière et chronophage à souhait. Ceci va pomper également dans votre réservoir d'énergie et de volonté quotidien limité dont vous avez besoin pour étudier. L'objectif est donc de dégager plus de temps pour les études, mais du temps qualitatif, d'augmenter cette qualité de temps d'études et également de préserver votre énergie pour étudier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de façon réaliste par rapport à cela? Pourquoi pas discuter avec votre partenaire pour trouver des solutions? C'est un projet d'équipe. Ce projet d'être IAD, ça va changer la vie, pas d'une seule personne, mais de toute une famille. Vous pouvez également demander de l'aide aux proches disposés à vous aider. Et aussi voir toutes les aides que vous pouvez avoir en fonction de votre budget, de votre situation, des subventions disponibles pour vous. De la même façon, pourquoi ne pas étudier dans des moments où vous êtes le plus optimum, le plus efficace possible, sans risque d'être dérangé? Ce moment où vous pouvez avoir le maximum d'énergie et de volonté pour travailler, pour étudier. La dernière partie qui va avoir un lien avec la gestion du temps et les révisions, c'est le profil et les capacités individuelles, la façon dont vous êtes capable d'apprendre.
Question. Depuis combien de temps avez-vous quitté les bancs de l'IFSI ou de l'université? Est-ce que vous avez l'habitude depuis de préparer des diplômes ou de vous consacrer à de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages? D'avoir des écrits ou des mémoires à rédiger? Avez-vous plutôt un parcours scientifique ou dans le domaine du vivant avant l'IFSI? Si vous avez l'habitude d'étudier ou d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir à écrire ou rédiger sur vos nouveaux apprentissages, ou si vous avez moins de 3 ans d'IFSI, vous partez avec un avantage sur ce plan. Également, si vous avez fait des études scientifiques ou dans le domaine du vivant plutôt. Si vous n'êtes pas dans ce cas, vous avez sûrement eu de la difficulté à vous tenir à un plan d'études et à vous concentrer, surtout au début. Il y a quelque chose à faire à ce niveau parce que étudier est un muscle. Quand il n'est pas exercé, il s'atrophie. Moins vous étudiez et plus vous avez du mal à étudier correctement. Donc, votre objectif, c'est optimiser votre apprentissage, votre façon d'apprendre. Que pouvez-vous faire pour cela? Par exemple, pourquoi ne pas garder cette habitude que vous avez prise pendant cette période d'étudier? Gardez l'habitude d'étudier. Par exemple, faites des révisions une fois par semaine. Allez, 2 quiz, vous en trouvez sur le site Objectif Concours-IAD. Pourquoi ne pas prendre un coach en apprentissage privé ou utiliser le training personnel d'Objectif Concours-IAD? En résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, le scénario catastrophe serait celui-là. Si vous cumulez travail à 100% de jour, le fait d'avoir quitté les bancs de l'école depuis longtemps et de ne plus avoir l'habitude d'étudier, plus une charge familiale importante, plus avoir moins de 7 heures par semaine d'études de façon irrégulière, plus une préparation commencée en moins de 3 mois avant le concours, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour échouer. Il faut que vous travailliez chaque élément pour trouver ce que vous pourriez mettre en place de façon raisonnable et réaliste et dans le temps. Parce que si nous ne planifions pas notre réussite, nous planifions notre échec. Obtenez un meilleur résultat en utilisant l'effet cumulé, accumuler, améliorer chaque partie pour pouvoir avoir un résultat meilleur à la fin. Sur combien de thèmes avez-vous donc à étudier? Classez-les par priorité ou par choix de travail et posez-vous des deadlines, des dates butoirs afin de commencer à travailler. Nous avons maintenant fait le tour ensemble des trois des 8 gros items importants à voir et à analyser. Le dernier était également assez costaud. Il se peut que tout ne vous corresponde pas, mais si vous pouvez améliorer une chose, faites-le. Passez au concret. Choisissez la solution qui est bonne pour vous. L'important, c'est de vous poser et d'atteindre vos objectifs. Et l'objectif ultime, c'est avoir ce concours et être IAD. Faites ce qu'il faut. Maintenant, il se peut que cet outil ne vous corresponde pas, ou vous n'avez pas trouvé réponse, ou vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus spécifique à votre réalité. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir un rendez-vous, un entretien privé, pour avoir une idée beaucoup plus spécifique de pourquoi vous n'avez pas réussi. Ceci est la fin de cette première partie. Nous invitons à voir la deuxième partie afin de pouvoir analyser les 5 derniers éléments à considérer face à l'échec au concours IAD. Si cette partie vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres éléments qui vous viennent à l'esprit.
Je vous dis succès à tous, bonne analyse et bravo d'avoir pris la décision de faire ce travail. Succès à tous.